On va se présenter. Je suis donc Jean Badarou. Je suis directeur général de la société Territoire à Rennes, aménageur. Je suis un des 3 copilotes de ce groupe de travail qui s'était donné comme ambition de travailler sur le travail, donc. Je vais les citer. On a donc animé ce travail, piloté ce travail avec Damien Robert et avec Jack Artaud, Damien Robert, Grand Paris Aménagement, et Jack, donc l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne. On a, comme d'habitude, travaillé en lien avec le PUCA, et je voulais remercier Bertrand Vallée du PUCA qui nous a accompagnés pendant cette saison sur le travail. Et puis, évidemment, on n'est rien sans un animateur pour nous pousser, nous tirer, nous suggérer des pistes, et c'est Morgane Poulizac qui a joué cette fonction, et on l'en remercie. On le remerciera complètement quand on aura terminé ce processus de présentation. À nos côtés, donc, Morgane est à l'autre extrémité de cette estrade, et à nos côtés, entre nous, nous avons sollicité, on expliquera pourquoi, Cécile de Guilbon, donc, qui est vice-présidente real estate de Renault, et qui est aussi une ancienne présidente de l'ORIE, et donc à ce titre-là, elle avait au moins 2 raisons d'être à nos côtés sur la question du travail et de la ville. Et puis Sophie Rousseau, qui est directrice générale des opérations du groupe Quartus, qui nous dira aussi ce qu'est Quartus, mais aussi contribuera à notre réflexion en tant que productrice et utilisatrice de la ville, et de la ville bonne pour le travail, puisque c'est le propos que nous avons essayé autour duquel nous avons essayé de construire cette présentation. Alors, je le disais, ce groupe de travail, il s'est saisi de cette question du travail et pas de l'emploi. On va faire un peu le distinguo, pas de l'emploi, pas juste des entreprises, pas juste de la question d'attirer des entreprises, mais réellement la question de qu'est-ce que ça veut dire travailler en ville, et qu'est-ce que ça veut dire fabriquer la ville en prenant en compte le travail. On est parti d'un présupposé à vérifier, comme toujours dans ces séquences de groupes de travail, c'est-à-dire que le présupposé, c'était que finalement, le monde des fabricants de la ville, que nous sommes, et le monde du travail, qui réfléchit, qui travaille sur c'est quoi l'organisation, qui observe les mutations du travail, ces 2 mondes s'ignoraient très largement. Ce présupposé, on l'a validé très rapidement, on y reviendra. Et on voit bien que on est dans un sujet sur lequel la ville, elle héberge le travail, elle se nourrit du travail. On parlait tout à l'heure de Roubaix et de villes qui sont faites par le travail d'une certaine manière. Et pour autant, effectivement, on voit bien qu'il y a un écart qui est quand même assez peu légitime entre les connaissances du travail et la pratique de la ville. On nous dit que le travail évolue. Qu'est-ce qu'on en sait vraiment ? Qu'est-ce qu'on a à en dire? Comment on dépasse le propos café du commerce? Et on va étaler un certain nombre de vérités prétendument définitives sur le sujet, et on s'aperçoit que dès qu'on les creuse, elles ne sont pas forcément si définitives que ça. On perçoit qu'il y a une crise du travail. C'est évident, la première des crises du travail, c'est son absence dans un certain nombre de territoires et pour un certain nombre de personnes. Qu'est-ce qu'on a à faire pour répondre à cette crise, si crise il y a, et on voit bien que ce n'est pas non plus une intuition dénuée de fondement. Voilà, tous les sujets qui étaient posés à l'origine. Alors pour essayer de traiter ce sujet, on s'est développé une méthode en 3 temps que je vais vous exposer très rapidement. Premier temps, c'est examiner ce que sont les réalités du travail, les changements à l'œuvre, les données massives, ce qui est une vérité durable quant au travail, et puis les signaux faibles, les sujets sur lesquels il faut qu'on aiguise notre connaissance si on veut anticiper un tant soit peu ces signaux faibles qu'on identifierait comme des changements significatifs à l'avenir. Deuxième temps, c'est se forger des convictions sur ce sujet immense, nous pouvons faire. Et peut-être du coup nous devons faire, les sujets sur lesquels nous serions en tant qu'aménageurs, et c'est bien un propos du Club Ville Aménagement que de s'interroger sur notre pratique professionnelle, ce qu'en tant qu'aménageurs nous devons faire et choisir les axes sur lesquels on est pleinement utile et pertinent. Et puis le troisième temps,
celui qui est toujours insuffisant, c'est aller au bout de la démarche et s'interroger sur notre propre pratique professionnelle et je dirais sur presque nos organisations. Est-ce qu'on a les compétences requises pour aller au bout de ce propos? Et on essaiera de conclure sur des pistes d'évolution de nos pratiques et de nos organisations, même si évidemment ces pistes-là, elles restent des choses qui sont à creuser, qui sont à affiner et puis qui sont à adapter pour chacun des membres de cet auditoire en tant qu'aménageur pour ceux qui le sont. On va essayer de suivre ce plan. Premier temps, effectivement, c'est quoi le travail? Et essayons de purger quelques mauvaises idées fausses et les vraies bonnes idées. Et pour ça, Morgane nous a fait un travail tout à fait excellent qu'il va nous restituer à sa manière un peu provocante. Il ne faut pas me survendre, mais oui, c'est une manière de se mettre en jambe, de poursuivre la digestion du marché Victor Hugo qui est, pour certains, sans doute un peu compliqué ce matin. Voilà, de dire voilà, comment on peut parler du travail aujourd'hui, dépasser la logique du nombre, de la volumétrie d'emploi et des conditions d'emploi, et parler du travail au sens véritablement de sens du travail, de l'homo faber, de l'homme et la femme qui fabriquent l'univers dans lequel elle évolue. Et donc quelques projections sur des signaux faibles, des discours un peu dogmatiques ou in the air, dans l'air, et qu'est-ce qu'on peut en dire concrètement aujourd'hui sur les transformations du travail et comment elles induisent ou elles n'induisent pas d'ailleurs des transformations de l'espace urbain. J'ai quelques slides normalement qui sont à l'écran, mais qui ne sont pas forcément projetés. Voilà. Donc, c'est l'avenir du travail en mode teasing. Hein. Est-ce que ce qui nous attend, c'est véritablement Blade Runner ou Bisounours au pays des merveilles? Première idée, c'est que demain, on va tous être libres et que le travail, c'est l'autonomie, c'est la liberté, c'est l'agilité. Qu'en est-il pour de vrai? Ce qu'on appelle la gig economy. La gig economy dans les pays où elle est le plus évoluée ou développée, je pense notamment aux pays anglo-saxons, c'est moins de 1% des travailleurs. Donc, non seulement c'est 1%, mais la figure du salariat, de l'attachement, de l'engagement, du collectif reste ultra majoritaire. Et donc, considérer que penser la ville pour le travail, c'est penser une ville d'autonomie complète, c'est une première contre-vérité. La deuxième idée, c'est qu'on va tous être morts de rire et que le travail, c'est forcément le bonheur. Aujourd'hui, le travail, ça reste l'homo laborans, c'est pas le tripalium, mais on n'est pas loin. Aujourd'hui, le travail, c'est un facteur de précarisation, c'est un facteur de difficulté, c'est un facteur qu'il faut soutenir, qui crée de la fragilité sociale, et on le voit bien, hein, on l'a évoqué hier matin en plénière d'ouverture. Aujourd'hui, il y a une crise très importante qui loue le territoire, le travail, les affiliations, la manière de participer et de construire une société. Donc, tous morts de rire, peut-être pas. Pire, on va tous être morts, parce que demain, c'est l'automatisation du travail, et on va tous perdre notre job, à commencer par les aménageurs. Ça commence, hein, mais ça va encore se durcir. Encore une fois, contre-vérité totale, puisque aujourd'hui, le principe d'automatisation, c'est pas à 40% de destruction des emplois, c'est à minima, à horizon 2025 ou 2030, 30% des emplois qui vont devoir se réinventer. Et donc, pour se réinventer, ça veut dire qu'il faut inventer des structures sociales qui permettent le réapprentissage, le recyclage, la réinvention de quelque chose. Donc, il y a quelque chose à travailler là, et sans doute, ce n'est pas l'automatisation telle qu'on la préfigure, c'est une automatisation qui crée des réalités sociales tout à fait particulières. Et surtout, on va tous finir comme Amazon, avec Jeff Bezos, autrement dit, société déshumanisée où ce sont des flux et pas des relations qui déterminent les conditions de travail. Et là, tout a sauté. Voilà. Mais ça, c'est Amazon qui contrôle tout. C'est le data center qui est à côté de l'aéroport qui est intervenu. Donc, voilà une première figure de... Il y a un discours qui raconte des choses sur les évolutions du travail. La réalité numéraire, numérique et réelle est un tout petit peu différente. Et on va maintenant essayer de qualifier très rapidement, en synthèse, quelles sont les transformations qu'on a véritablement identifiées, qui sont des transformations pour certaines de long cours, de 20 à 30 ans, et d'autres qui sont un peu plus rapprochées. J'espère que ça va marcher. La première, c'est qu'effectivement, notre rapport au temps de travail a considérablement changé. Là, la technique voilà. Non, ça va aller. Sinon, c'est pas grave, je le fais à l'oral. Il faut synchroniser les retours et les...
Là, ça marche. Bon. Ah oui, c'est super. Donc évidemment, la première donnée, c'est une donnée de long cours. Le rapport au temps du travail, au temps au pluriel du travail, a considérablement diminué. C'est-à-dire qu'on travaille moins de temps et que du coup, il y a d'autres moments, d'autres temps qu'il faut occuper. Donc le rapport au temps du travail, au temps dans la journée, dans le temps long, s'est modifié et ça, c'est une donnée extrêmement importante. Autrement dit, le métro, boulot, dodo n'est plus la donnée d'entrée pertinente pour aborder la question du travail en ville. Deuxième, et ça c'est très fort, on peut le traduire par différentes acceptations. Il y a un développement des formes d'emploi atypiques. Alors là, c'est le langage DGT, mais en gros, il y a une précarisation de l'emploi, avec une démultiplication des situations, que ce soit en contexte métropolitain ou périurbain. On voit bien que c'est un seul et même phénomène, et c'est quelque chose qui est parfois un peu indistinctement perçu. Il y a des travailleurs qui sont exposés à des formes de fragilité qu'il faut peut-être essayer de soigner ou réparer. Troisième, et ça c'est très important, il faut bien se le dire, aujourd'hui on sort d'un modèle où en fait, bon an mal an, les évolutions de l'emploi, du travail, impactaient à peu près de la même manière l'ensemble des territoires et des métropoles. Et aujourd'hui, c'est un fait avéré, mais ça vous êtes bien connaisseur de cela, il y a une polarisation extrêmement forte entre des territoires métropolitains et des territoires hors métropole, avec des cas de figure très particuliers, mais qui du coup interpellent sur la capacité à développer les mêmes solutions dans tous les territoires, interpellent la faculté à jouer la compétition ou la concurrence entre les territoires, et du coup, pour les aménageurs, reposer la question du développement économique local. Quatrième, ça je l'ai déjà dit, donc je passe assez rapidement, contre-intuitivement, il y a moins de travailleurs indépendants aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Donc il faut peut-être repenser aussi l'infrastructure qui soutient l'ensemble de ces gens-là. Et on a beaucoup insisté là-dessus. L'un des avenirs, enfin l'une des transformations très fortes du travail dans sa matérialité, c'est le développement des services, et notamment, question très importante, qui commence simplement à émerger, c'est la question du développement d'une société du care. Donc le développement des emplois de services à la personne, emplois peu qualifiés, féminisés, horaires atypiques et à faible rémunération, est une transformation majeure du monde du travail. Et aujourd'hui, c'est une donnée fondamentale, il me semble, pour les aménageurs, de dire comment je prépare mes territoires à pouvoir accueillir ce développement des emplois. Alors ça se décline en bien des aspects, mais aujourd'hui, les métropoles européennes notamment sont directement confrontées à comment j'accueille, comment j'organise des coûts urbains adaptés, des horaires urbains et des fonctionnements urbains adaptés à cette nouvelle relation au travail qui est le travail à domicile, le travail du soin, le travail du care. Donc ça, c'est un enjeu et un horizon absolument fondamental. Pour la ville, et c'est quasiment ma slide de conclusion, qu'est-ce que ces analyses du travail nous ont indiqué ou pourraient nous donner comme piste ou questionnement réel sur les transformations du travail et les transformations de la ville? Demain, la ville est un facteur, pas d'attractivité, mais un facteur de productivité pour les entreprises. Les entreprises, on va y revenir là-dessus, il nous semble, les entreprises sont de plus en plus vigilantes sur comment la ville va répondre ou ne va pas répondre à mes propres préoccupations en termes d'attractivité, de recrutement, de développement et de productivité. Donc il y a une nouvelle configuration en termes économiques, liens ville-entreprise. Deux, il nous semble que la logique des open space est déjà en train d'être dépassée pour dire il faut créer des open villes, la ville comme un campus. Ça veut dire quoi? Quelles sont les conséquences de cela en termes d'organisation de l'espace et d'aménagement? Conviction, mais ça je laisserai Jean là-dessus, hein, c'est que d'une ville produite pour les entreprises, on passe à des villes coproduites avec les entreprises. Et là, on a des signaux faibles qui se transforment en tendances lourdes dans les pays anglo-saxons où les villes sont de plus en plus à la manœuvre pour produire de la ville. Point très important, et là c'est un enjeu quasiment politique, dans une ville et dans une société où les gens doivent apprendre en permanence, où l'automatisation repose la question de la formation, des reformations, et où les trajectoires professionnelles et individuelles sont de plus en plus heurtées parce qu'il y a de la crise sociale, il faut que les villes deviennent aussi support à prendre en compte pas simplement des trajets pour aller du domicile au travail, mais pour prendre des trajectoires humaines, des trajectoires professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je laisserai Jean finir là-dessus.
Et dernière conviction, et peut-être qu'on ouvrira le débat avec la salle là-dessus, conviction intime, qui est peut-être de l'autoconviction, c'est que demain, la ville doit redevenir une ville qui produit des choses, où on travaille, on crée et où on fabrique quelque chose pour redonner du sens du travail, redonner du sens à la ville. Et en guise de conclusion sur ce diagnostic, l'usine en ville, c'est l'avenir de la ville. Jean, on est quasiment dans la prophétie et on voit bien que ce que dit Morgane sur la situation présente du travail, mais également sur des évolutions amorcées, à confirmer et à accompagner, ça nous interpelle en tant que producteurs de la ville. De ce point de vue-là, le présupposé que j'évoquais, à savoir qu'on ne connaît pas assez ces contextes et qu'on a matière à se saisir de ces vérités en tant que producteurs de la ville, se trouve confirmé. Reste que c'est pas aussi brillant que soit l'exposé de Morgane en quelques slides qu'on fabrique cette conviction. On voit bien qu'il y a une pratique, j'y reviendrai, qui est à construire. À la base de cette pratique, c'est venir vers les utilisateurs. C'est faire en sorte que nous ne dispensions pas un savoir un peu produit en chambre qui serait la pratique des aménageurs révélée sur la façon dont il faut faire une ville bonne par le travail. Et c'est aussi le choix à la fois de nos échanges dans le groupe de travail, mais de cette séquence. Et c'est pour ça que je ne vais pas poursuivre. On reviendra sur comment les aménageurs se saisissent de tout ça. Et d'ailleurs, je pense que le débat enrichira même les propositions qu'on vous fait. Et elles vont évoluer dans l'heure qui vient, ou au moins s'enrichir. Partir des utilisateurs, c'est ce qui justifie nos invités, et on va sans plus tarder leur passer la parole. Je vais laisser Morgane à la fois les présenter et puis surtout les questionner, et on essaiera d'interagir avant de vous laisser vous-même poser les questions. Merci Jean. Du coup, on démarre d'emblée avec Cécile de Guibon, utilisatrice, productrice, avec cette particularité d'être au four et au moulin. C'est-à-dire que Renault, c'est un utilisateur de bureau, c'est un fabricant d'objets, c'est un lieu de R&D aussi, mais c'est aussi un vendeur. Et donc, autour de ces quelques slides-là, sur le travail se transforme, et du coup, accueillir le travail, héberger le travail, trouver et inventer des lieux pour cette forme de travail-là, est-ce que c'est des éléments de diagnostic dans lesquels vous vous retrouvez ? Alors moi, je vous félicite parce que des présentations, j'en vois un certain nombre, et des groupes de travail, j'appartiens à plusieurs, que ce soit l'association des directeurs immobiliers, l'ORIE, vous l'avez mentionné, l'ARIX, des Charter Surveyors, l'ARSEG, et j'en passe. Donc c'est vraiment une présentation avec beaucoup de choses dedans. Moi, j'aimerais réagir sur beaucoup de choses, donc je vais juste me limiter à 3. Et elle est très très inspirante, elle est non seulement complète, et puis ça gâche rien, très bien présentée, très tonique. Alors, vous voulez que je dise 2 mots d'abord peut-être sur mon job et sur... Ouais. Alors, juste pour que vous situiez, donc après 10 ans de finance et fusion-acquisition, ça fait 25 ans que je suis du côté des utilisateurs, d'abord chez Pinot Printemps Redoute, donc avec une dominante non seulement commerce, mais aussi beaucoup logistique. Et c'est là que j'ai appris sur le terrain le métier. Puis bon, j'ai fait un court passage côté investisseur chez General Electric. J'ai été dans une société de conseil aux utilisateurs qui s'appelle aujourd'hui Colliers. Et je suis depuis 7 ans le directeur immobilier. Donc quelque part, je suis revenue à mes premières amours de PPR, donc pour le monde de Renault. Et j'ai également une casquette pour l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi sur les services généraux. Et donc effectivement, je couvre depuis la conception, toutes les études d'implantation, tout le workflow de validation des projets, la construction bien sûr, puis l'ensemble des services, que ce soit au bâtiment, on appelle ça des résidents chez nous, et également toute la mobilité. Et je pense que je reviendrai à plusieurs reprises sur toutes les questions de mobilité. Ça représente donc pour le monde 650 sites. Certains des sites peuvent contenir jusqu'à 80 bâtiments. Un site d'usine, ça peut être 600 hectares et 80 bâtiments. Donc 13 millions de mètres carrés construits, dont 70% des surfaces, ce sont les usines.
Mais 50% des bâtiments, des sites, enfin pas des bâtiments, des sites, ce sont les succursales. Hein. C'est du commerce, c'est du centre-ville, c'est des sites qui ont énormément évolué. Il y en a 350 en France et on les reconfigure, on les repense, on les adapte. Donc ça, c'est pour les sites commerce, les sites extrêmement stratégiques. La semaine prochaine, on va en inaugurer un très grand à Bucarest, hein, le plus grand site de la ville, 50 000 m², plus de 3 000 postes de travail. Donc c'est les centres R&D. Et le très très grand, c'est celui du Technocentre près de Versailles avec Billancourt. 15 000 postes de travail qu'on est en train de complètement refaire. Il a 20 ans. Voilà, donc ça c'est la troisième catégorie de sites, hein. Usines, commerce, R&D, les plateformes logistiques, hein, qui sont quand même une composante très importante. Et d'ailleurs à l'ORIE, on a beaucoup parlé de logistique urbaine, fait des études qui sont disponibles, hein, pour vous tous, hein, si vous souhaitez qu'on en parle plus. Et puis évidemment les sites tertiaires. Donc un peu comme quand j'étais dans le commerce, ce que je voudrais vous dire, c'est que le tertiaire, bon évidemment je m'en occupe beaucoup et dans mes propos, je pense qu'aujourd'hui on va beaucoup en parler, hein, dans les villes, mais c'est finalement à l'échelle d'un groupe industriel une très petite fraction de l'ensemble des mètres carrés que l'on a à gérer. Voilà. Mon budget annuel, c'est 1 milliard d'euros de fonctionnement, puisque j'ai l'ensemble des services généraux. Et dans les propos que je vais tenir, ça va couvrir un certain nombre de pays dans le monde, hein, puisqu'on est présent dans 40 pays. Et les projets, enfin si les questions s'y prêtent, je pourrais aussi bien vous parler de ce qu'on fait au Brésil, en Inde, en Corée, enfin si ça vous intéresse, et pas parler exclusivement de la région parisienne, sachant que notre prisme à nous, il est vraiment côté ouest, hein, puisque le siège du groupe, il est à Boulogne. Voilà, donc ce qui m'a vraiment frappé dans cette présentation, il y a 3 choses. La première, c'est quand vous avez parlé des territoires, sachez que l'Assemblée annuelle de l'ADI avait pris comme thème justement les territoires, et que le président d'Orange, Stéphane Richard, qui était notre invité, a dit une phrase très forte, a dit « Avant les entreprises, lui, il a 20 000 implantations en France, hein, donc il se considère comme vraiment très très présent sur les territoires, dont seulement 35% en Île-de-France. Il disait avant, les entreprises attendaient des territoires qu'on leur apporte un certain nombre de choses, un peu comme si c'était un dû. Et aujourd'hui, ça s'est totalement inversé. Hein, ce sont les territoires qui attendent des entreprises, des contributions, des rôles, voilà. Et ça s'inscrit évidemment dans tout ce qui est politique RSE des entreprises, où les entreprises aujourd'hui ont totalement conscience qu'elles doivent, c'est pas tant une question de rendre ou de retour, etc., mais qu'on est tous solidaires et que de toute façon ça ne marchera que si on marche main dans la main par rapport à des enjeux qui sont très très importants. Donc concernant, la seule chose qui m'a surpris, c'est la baisse des taux de travailleurs indépendants. Moi, je pense qu'avec les auto-entrepreneurs, sauf s'ils ne rentrent pas dans les classements, il y a quand même beaucoup de travailleurs indépendants. Mais bon, donc pour nous, la question, c'est véritablement l'attraction des talents. Arriver à embaucher. Hein, c'est véritablement la guerre des talents. Ça fait déjà plusieurs années qu'on se considère, nous, chez Renault, comme totalement en concurrence avec les GAFA. Donc, on cherche les mêmes profils qu'eux. Je vous en donne un, par exemple, hein, qui est facile à comprendre, c'est les hackers. On a absolument besoin de cette compétence de gens qui savent aller craquer les systèmes informatiques. C'est vraiment des pointures. Des gens qu'on a du mal à tirer, c'est pas tant qu'on les paye cher, ce qui est le cas, mais c'est aussi d'arriver à les trouver et à les attirer. C'est des gens évidemment qui, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, ont beaucoup d'exigences, hein, notamment sur l'endroit où ils vont travailler. Et bien pour attirer ces gens-là, donc c'est toute la question de l'attraction des talents et du travail. Et bien il faut avoir un certain nombre d'arguments. Et c'est vrai que l'environnement de travail est totalement au centre de ce que l'entreprise déploie pour attirer ces gens-là. Donc ça fait deux points. Et quand vous dites environnement de travail, est-ce que maintenant, dans votre perception, la ville, elle participe de l'environnement de travail comme le baby-foot qui est au pied de l'immeuble?
Alors, le baby-foot, c'est vraiment une mode qui a eu certainement son utilité à un moment donné, mais c'est devenu un petit peu la risée hein, des directeurs immobiliers et tous ceux qui concourent. Alors, on parle des happiness officers, etc. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas croire que le bien-être en entreprise se limite à un baby-foot. Oui, la ville, très très clairement, hein, et beaucoup l'accès en transport en commun, toute la gestion de la mobilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les jeunes générations, pour certaines, ne passent plus le permis de conduire. Alors, utilisent la voiture, mais totalement autrement, hein, avec les VTC, avec différents services, hein, mais plus forcément, on n'est plus du tout dans un modèle où j'achète ma voiture, je prends une place de parking. Ça, non, on se détache beaucoup de la détention des objets pour se tourner vers l'utilisation de services. Et à nous, à apporter des solutions beaucoup plus complètes et aussi plus variées, hein, puisque en ville, on va peut-être prendre un véhicule électrique hein, de préférence, alors que quand on emmène sa nombreuse famille faire du camping, eh ben, on préférera avoir une voiture avec un gros volume ou une Duster pour aller sur les chemins. Alors, au cours de nos travaux, on s'est beaucoup interrogé, sans arriver au bout de cette réflexion-là, de se dire, aujourd'hui, il se passe peut-être quelque chose où les entreprises, les grands groupes, sont de plus en plus utilisateurs de services immobiliers et de moins en moins impliqués dans la vie de leur patrimoine immobilier. Autrement dit, cette idée que demain, vous allez être utilisateur de produits et quelque part, vous rechercherez une forme de fluidité, ce qui complique un petit peu la vie des aménageurs dans leur capacité à dialoguer avec vous. La logique extrême étant les modèles type WeWork qui prétendent pouvoir se substituer aux directions immobilières des grands groupes. Quelle est votre position aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de pénétrer ou c'est quelque chose qui, en fait, doit être beaucoup nuancé? Alors, moi, j'ai fait le choix, plutôt que de les ignorer ou de les mépriser, je suis allée totalement au-devant d'eux et j'ai emmené justement la moitié du CAC 40 voir le site de la rue Lafayette, hein, de WeWork, l'ex-siège d'Areva, justement pour dire, prenons conscience de ce que ces gens-là, à peine avons-nous les talons tournés, vont aller appeler nos présidents, nos directeurs généraux pour expliquer qu'ils peuvent totalement faire l'économie de tous ces services pléthoriques de direction immobilière et responsables de services généraux, et que eux, donc ça c'était un des points sur lesquels je voulais venir, donc ça y est, j'y suis, c'est la data. Hein, je pense qu'un des éléments totalement stratégiques pour eux, dont ils se servent très bien, et pour nous demain, et croyez bien qu'on est dessus, c'est vraiment arriver à comprendre, à maîtriser, à analyser l'utilisation des espaces. Et ça se fait au travers de capteurs principalement. Hein. Et donc, arriver à comprendre quels sont l'usage des différents espaces, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les environnements collaboratifs, c'est vrai que les open space, c'est plutôt du domaine du passé. Aujourd'hui, on reconfigure très différemment, avec une différente typologie en fonction des métiers, une grande variété d'utilisation des espaces, et il faut pouvoir mesurer, compter et suivre pour pouvoir avoir un dialogue d'efficacité sur l'utilisation des espaces, et puis être très tourné au service de nos utilisateurs, en dialogue permanent sur leurs besoins et ce qu'on leur apporte. Alors, effectivement, good luck à tous ceux qui veulent faire mon métier. Nos métiers, c'est des métiers horriblement difficiles. Il faut à la fois être dans la vision, dans l'anticipation. C'est vrai que dans les entreprises, il y a des hauts et des bas. Donc, quand on est en pleine expansion, on a plutôt tendance à s'étaler, à prendre des nouveaux sites, etc. Puis quand il faut réduire la toile, en tout cas avec les baux de 9 ans ferme, c'est plus compliqué. Donc, arriver à variabiliser nos coûts, hein, qui sont
pour beaucoup quand même des frais fixes. Il n'y a pas tant de frais variables que ça. Donc c'est un danger. Donc il faut à la fois être dans ces réflexions-là, mais aussi dans le quotidien. Et c'est vraiment toute la richesse de ces métiers-là. C'est pour ça que je milite pour des directions très globales, immobilier, projets, services généraux, parce que du coup, on est vraiment dans la réalité des choses et le quotidien. Et quand voilà, il y a des implantations qui sont pas tout à fait performantes, de l'IT, des barcodes, ou même des stabilos pour écrire sur les paperboards ou je ne sais quoi. Enfin, on est vraiment les équipes du quotidien. Donc pour tous ceux qui veulent l'externaliser en pensant qu'ils vont avoir un service, et toujours pareil. Après, ça dépend du coût. Nous, on est vraiment dans la frugalité. Chez Renault, on essaye d'avoir des coûts d'exploitation pour des raisons de compétitivité, pour essayer de baisser au maximum nos frais fixes. Donc voilà, tous ces prestataires extérieurs où on empile souvent les couches de reporting et autres. Voilà, puis c'est beaucoup de management, c'est beaucoup de proximité. Donc ça peut être une solution pour certains. Nous, on a beaucoup de réflexions sur le make or buy. Donc qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes? Et sur des très gros sites complexes, il nous est arrivé d'essayer d'externaliser et de réinternaliser, mais parfois même sur des choses qui peuvent paraître plus standards, comme de la gestion locative ou autre. Donc je ne les ignore pas du tout, au contraire. Et il y a tout un tas de pays où on a besoin d'une première implantation rapide et où ils peuvent être des solutions extrêmement efficaces. Mais peut-être qu'on rouvrira là sur ce besoin, cette nécessité qui interpelle pas mal les aménageurs dans nos groupes sur il faut être plus agile, mais ça veut dire quoi être plus agile dans notre métier? On va y revenir. Sophie, dans les éléments du diagnostic, il y a cette aspiration sans caricature, mais à des nouvelles formes de travail, à une espèce d'idéologie un peu millénialisante, et cette nécessité d'inventer aussi des nouveaux lieux différents qui correspondent à des nouvelles formes de travail. Est-ce que ça, de votre point de vue, c'est un phénomène massif? Et quelles sont les réponses que votre groupe, Quartus, imagine pour inventer aussi une ville plus adaptée au travail? Et je vous laisse dire 2 mots de Quartus, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant. Alors Quartus, on se définit comme un ensemblier urbain, c'est-à-dire qu'on est principalement un opérateur de promotion immobilière sur l'ensemble du territoire français, mais notre spécificité, c'est qu'on est aussi exploitant de lieux. On peut être aussi investisseur en petite partie, mais exploitant parce que notre ADN, c'est concevoir par l'usage. Alors quand on dit ça, c'est la tarte à la crème, concevoir par les usages, bien sûr, mais en fait, beaucoup de monde dans la profession l'avait oublié pendant des années. Donc on a posé, et vous voyez tous les plans d'aménagement, on se dit on va mettre un immeuble de tertiaire, un immeuble de logement et autres. Ça ne dit rien sur l'expérience, comment vont vivre les gens là-dedans, comment ils vont habiter, comment ils vont. Et donc on repart de cette base-là, qui est voilà, comment les gens vont utiliser l'immeuble, la ville, pour concevoir nos projets. Donc on fait beaucoup de choses qui sont, au lieu d'être descendantes, sont beaucoup plus travailler avec les gens, nos futurs acquéreurs. Alors parce qu'on fait à peu près moitié du résidentiel, mais pas que. Et notre spécificité, c'est qu'on est sur l'ensemble des métiers. Donc on est sur du tertiaire, bien sûr, on va en parler aujourd'hui. On est sur de la logistique. Ça, c'est aussi quelque chose dont on peut discuter, parce que vous avez évoqué la logistique. C'est une particularité de notre groupe. Donc logistique sur du gros entrepôt, mais aussi de la logistique urbaine. Et quand je disais exploitant, on s'est lancé sur l'exploitation de résidences seniors et de co-living, qui est aussi une des nouvelles tendances, signaux faibles, voilà, depuis 2 ou 3 ans. Quartus, alors on est à la fois donc producteur dans les villes, on est aussi utilisateur, puisqu'on a une dizaine d'implantations uniquement sur le territoire français, et on est vraiment un promoteur des territoires. L'ADN du groupe, c'était le président fondateur est de Clermont, donc d'Auvergne. Quartus en fait est né du rachat de 2 structures qui étaient Brémont et ABCD. L'un, Brémont, qui est installé à Nantes, enfin Ardissa, et ABCD qui était entre Avignon et Paris. Donc vous voyez, on n'est pas du tout, on est devenu un promoteur national en termes de chiffre d'affaires et de représentation. On est plus de 300 aujourd'hui, mais on reste un promoteur des territoires et on y tient énormément parce que c'est une approche. Il y a, vous l'avez très bien dit, une territorialisation et aujourd'hui des réponses adaptées selon chaque territoire. On ne peut pas plaquer des solutions. Et je le dis d'autant plus facilement, je fais la transition avec le coworking, les nouvelles tendances qui apparaît effectivement comme le nouveau Graal.
Et on en voit fleurir partout. Et c'est vrai que les chiffres commencent à être impressionnants, sur Paris en tout cas, commencent à devenir impressionnants, plus que du signal faible. Bien sûr que la prise à bail de Lafayette, mais pas que, par WeWork. On se dit quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Alors tout le monde annonce. Alors, c'est dommage que la personne de WeWork soit pas là, mais tout le monde se dit bon, ben, ils vont se cracher. Ils vont se cracher. C'est pas possible de faire des prises à bail. C'est eux qui ont fait les records de loyers sur les Champs-Élysées. Voilà. Mais c'est une approche, et encore une fois, très parisienne. Et pour moi, qui passe beaucoup de temps dans les territoires avec les agences territoriales, c'est une approche très parisienne. Alors forcément, on les voit prendre des 10 000 mètres carrés, on se dit bah, c'est formidable, moi je vais mettre dans mon projet d'aménagement, je vais mettre 10 000 mètres carrés pour du coworking. Malheureusement, le ressort n'est pas celui-là. Il faut, là on est sur Paris, avec une densité, avec effectivement une facilité de mobilité, puisque c'est des espaces qui fonctionnent avec une proximité extrêmement forte des métros, des transports en commun. Et malheureusement, on a tendance à voir certains qui voient des recettes en se disant tiens, je vais mettre du coworking un peu partout. Beaucoup de promoteurs l'ont fait aussi avec les inventons, les réinventés, enfin tout ça, en disant je vais mettre du coworking, ça fait innovant. Moi, je suis assez pas sceptique. On s'est pas mis sur le métier d'exploitation de coworking, par exemple, parce qu'on considère qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs, que WeWork, on le sait, son modèle, c'est de tout manger, c'est d'aller très vite, de grossir très vite pour écraser la concurrence. Et on n'a pas les moyens de WeWork, notamment sur l'analyse de la data, de l'IA et tout là où ils sont très bons. Il y a beaucoup d'acteurs locaux. Donc on ne s'est pas mis là-dessus, c'est quelque chose qu'on regarde. On travaille avec eux, bien sûr, mais on travaille avec eux beaucoup sur du complément. Par exemple, quand on va faire... nous, on travaille, donc je disais, avec des usagers, avec des directions immobilières. Et donc c'est d'accompagner ces directions immobilières. Donc forcément, quand on est Renault, on n'a pas besoin de Quartus pour avoir ces réflexions-là. Mais on travaille beaucoup avec des usagers qui ont des besoins entre 1000 et 5000 mètres carrés. C'est une tranche en fait de demande qui est peu traitée par la promotion immobilière, qui souvent fait des clés en main de 10 000, 20 000 mètres carrés. Mais là, on est face à des directions immobilières extrêmement fortes. Quand vous traitez des gens qui cherchent des 1000 à 5000 mètres carrés, des fois ça nous arrive moins, on est face à des gens qui n'ont pas de direction immobilière, qui ont des directions générales qui s'occupent de l'immobilier. Alors soit ils les confient à leur finance, soit ils les confient à leur RH, et donc vous n'avez pas forcément la même approche. Et c'est des c'est plutôt des ETI, PME et ETI. Et c'est très intéressant de travailler sur cette catégorie-là, parce que beaucoup d'élus parlent des PME, et là on va le voir, je pense, avec les élections en 2019, mais c'est un des vrais sujets, c'est comment garder les PME sur le territoire, parce que c'est elles qui pourvoient l'emploi sur les territoires aussi. C'est les PME qui sont les prestataires des grands groupes. Et donc on accompagne beaucoup, nous, ces PME, sur dire quels sont vos véritables besoins, quelles sont les choses sur lesquelles vous avez besoin d'un siège, et quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez avoir des implantations, en travaillant avec des gens comme LBMG, voilà, des gens qui vont nous aider à avoir cette réflexion. Et surtout pour les PME qui ont aussi la même problématique de comment attirer les talents. Enfin, les PME, les ETI, c'est comment on attire les talents, et elles ont encore moins de moyens que des grands groupes pour attirer les talents. Parce que comment se faire connaître, comment être attractif en termes de salaire, ils n'ont pas de CE, ils n'ont pas tout ce qui attire ces talents-là. Donc c'est voilà. Donc nous, notre approche est par là. Du coup, je me suis éloignée de la question qui était sur les millennials. J'ai pas les millennials ou ces tendances, mais vous avez commencé à y répondre. Hein, oui, mais est-ce que les millennials ont tous tendance à dire le nomadisme? Je suis pas sûre. Il y a effectivement une tendance à vouloir effectivement une qualité de vie, mais ça, c'est pas que les millennials. Je pense que la valeur travail, on le dit souvent, hein, les Français, c'est parmi les Européens, c'est ceux qui valorisent le plus la valeur travail, mais c'est aussi ceux qui disent que dans la réalité d'application, c'est pourvoyeur de souffrance, de stress, voilà, et qui du coup aspirent à avoir une qualité de vie à côté. Mais parce que justement, on est sur des emplois, alors soit on est sur le haut de la chaîne avec des emplois de cadres très stressants, avec des horaires fortes et autres, soit, et là on n'en avait pas parlé, mais c'est aussi les emplois, alors je dis pas ça de manière péjorative, moins qualifiés. Et moi, je le vois beaucoup dans la logistique. Hein, on parle avec des gens qui emploient des caristes, qui emploient des emplois peu qualifiés. Une vraie difficulté aussi à vivre, à se loger, à transporter. Donc il y a les deux côtés de la chaîne. Quand on dit cette tendance des millennials au nomadisme, et donc d'où l'idée des coworking et autres, on parle des emplois très qualifiés, je pense, donc dans les métropoles, des gens qui ont un capital social
pour pouvoir avoir cette mobilité. Donc, qui peuvent aujourd'hui, on est dans une véritable dynamique de compétition entre les territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des gens qui, jusqu'à il y a 10 ans, 15 ans, restaient à Paris parce que l'emploi était à Paris. Et aujourd'hui, ils vont privilégier la qualité de vie. Et donc, à ce moment-là, Paris rentre en compétition avec les métropoles régionales parce que les métropoles, ce qui va faire qu'elles attirent, c'est leur qualité de vie. Donc, j'ai envie de dire, si vous êtes élu ou aménageur de métropole régionale, aujourd'hui, si vous voulez attirer des entreprises, c'est pas tant de leur faire le plus beau siège social, c'est d'offrir pour leurs salariés les aménités les plus grandes possibles. Donc, c'est la proximité de la crèche, les espaces verts, tout ce qui aujourd'hui fait fuir les Parisiens et je vous le dis parce que c'est un thème personnel, hein, j'en fais partie. Non, mais c'est du vécu, mais ça peut. Je suis pas millennials, malheureusement, je suis génération Y. Je suis désolée, mais typiquement, moi, je suis toulousaine, donc voilà, je suis contente d'être ici. Je suis partie à 18 ans faire mes études à Paris. J'ai fait 10-15 ans de métier à Paris. Et aujourd'hui, j'ai un enfant. Et donc, couple avec enfant à Paris, on fait partie dans les statistiques de tous ceux qui quittent Paris, en fait. Alors, soit on le quitte pour la banlieue, soit parce que, comme je le disais, j'ai le capital social, j'ai tout ce qui me permet d'aller en région, je peux le faire. Et je peux le faire avec mon entreprise. C'est ça la grande différence. Et ça ne veut pas dire que je vais me lancer en freelance ou autre, mais aujourd'hui, je peux discuter avec mon entreprise, d'être positionnée dans une autre ville que Paris, faire des allers-retours parce qu'on a cette mobilité possible. Et voilà. Et moi, je crois beaucoup plus à cette logique-là, qui est que les entreprises vont de plus en plus permettre à leurs salariés parce qu'elles veulent attirer les talents, de pouvoir combiner le travail, la qualité de vie, et donc en leur proposant des aménagements du temps de travail, des aménagements physiques aussi, géographiques, voilà, plus que l'émergence du coworking partout et du travail freelance qui amène quand même une certaine précarisation. Très bien, on commence à avoir des jalons, hein, des éléments bien posés. Ce qu'on s'était dit avec Jean, c'est qu'on essayait de se garder du temps pour le débat avec la salle. Le sujet est très riche, mais néanmoins, Jean a commencé à le dire, l'écart entre la réalité vécue de certains utilisateurs et ce que l'on peut se figurer comme étant ce que les aménageurs devraient produire pour pouvoir satisfaire à ça, l'écart est grand. Jean, pour synthétiser un peu les enseignements, qu'est-ce qu'on a réussi quand même, enfin qu'est-ce que le groupe a réussi à énoncer ou comme question ou comme affirmation ou comme désir et volonté sur comment les aménageurs peuvent répondre différemment à cette question du travail dont on voit bien qu'elle est plus compliquée qu'elle n'y paraît en fait. On va revenir ensuite et relancer, effectivement, je pense qu'on va essayer d'apporter cette conclusion de façon à pouvoir ouvrir complètement le débat, mais moi j'entends des choses qui confirment la nécessité pour des aménageurs de mieux comprendre. On peut lancer éventuellement la slide, parce qu'on s'est donné un certain nombre d'engagements qu'il nous semble devoir prendre si on veut travailler à la production d'une ville bonne par le travail. Premier sujet, on l'affichait, c'était comprendre et vouloir. Ça veut dire quoi dans ce qu'on vient d'entendre? Si c'est toi qui as la zapette, ou éventuellement tu passes. Ok. Premier sujet, c'est nous, aménageurs, est-ce qu'on a les informations qui nous permettent d'apprécier les évolutions et les mutations des entreprises et de l'emploi sur nos territoires? Je pense qu'il est hors de propos de bâtir chacun pour notre compte un observatoire de l'emploi, un observatoire des mutations. Mais il y a des personnes qui travaillent sur ces questions-là, personnes que dans la plupart des cas nous ignorons ou sur lesquelles nous ne sommes pas nécessairement branchés et avec lesquelles nous participons peu. Il y a des agences d'urbain, il y a des observatoires qui sont portés par le monde de l'entreprise, il y a des représentants du monde de l'entreprise territorialisés, et puis il y a des intervenants, on a la chance d'en avoir, qui sont capables aussi de nous éclairer. Donc, premier engagement, participer à cette veille. Deuxième engagement, c'est, on le fait là aussi aujourd'hui, mais c'est une conviction profonde, c'est se positionner dans le dialogue avec le monde économique. Alors, première condition, évidemment, c'est que nous sommes des opérateurs territorialisés, c'est qu'à l'échelle de nos territoires, ce dialogue existe. Nous ne pourrons pas, nous aussi, avec nos petites légitimités de projets d'aménagement, bâtir un rapport à la bonne échelle avec le monde économique, mais je pense que à l'échelle notamment des métropoles ou des territoires sur lesquels nous intervenons, il y a une interface
à la puissance publique, aux politiques, qui nous permet d'essayer de construire ce dialogue, et je ne sais pas si les utilisateurs le confirment ou pas. Deuxième élément, à part le coup, peut-être plus de conviction personnelle, c'est que je pense que demander aux entreprises de nous dire ce que sont leurs besoins, c'est toujours essayer de rentrer dans le jeu de l'autre, et la logique, parce qu'on est tous occupés, c'est plutôt de fermer le jeu. Et je pense que nous avons quelque chose qui est intéressant à proposer au monde économique, ce sont les projets urbains. Venez jouer sur nos projets, et je pense que là, il y a un paradigme qu'il faut qu'on change, c'est proposons les projets urbains, souvent de belle échelle, comme territoire d'échange, de propositions au monde économique, éventuellement d'expérimentation. Et là, c'est peut-être un sujet sur lequel j'aimerais par exemple que Renaud, en termes d'acteurs de la mobilité, nous éclaire éventuellement. Troisième piste, si on veut comprendre et vouloir, c'est ne parlons pas qu'au monde économique, parlons aussi au monde de la formation, parce qu'il me semble qu'il y a un lien très fort entre ce que sont les évolutions du monde du travail et les sujets de la formation. Et puis, toujours dans cette logique de comprendre et vouloir, c'est notre objet même, hein, essayer de porter une attention documentée. Faisons l'effort de ne pas véhiculer uniquement des propos, comme je le disais, de café du commerce. Soyons attentifs aux signaux faibles. Et dernière considération, parce que là, je l'ai entendu effectivement dans ce que disait Sophie à l'instant même, sur la question de l'ensemble des strates du monde du travail et de l'interdépendance de l'ensemble de ces strates. Une ville qui ne porte pas d'attention aux plus précaires et à ceux qui ont des emplois les plus fragilisés est aussi une ville qui est incapable, me semble-t-il, d'accueillir les parties les plus... je dirais les plus attirantes, celles qu'on a le plus envie de médiatiser, mais qui finalement sont totalement interdépendantes des emplois du Caire qu'évoquait tout à l'heure. Bon. Deuxième engagement, s'il faut connaître derrière, il faut aussi s'y coller un petit peu. Et s'y coller en essayant d'une part de promouvoir, c'est un peu la trilogie promouvoir, porter et faire. Promouvoir, c'est véhiculer du message et changer de message. De façon un peu caricaturale dans l'histoire de l'aménagement, le zoning, c'est cacher ce travail que je ne saurais voir, on les pousse en dehors de la ville. Deuxième, c'est la mixité fonctionnelle, et là aussi, tout à l'heure, ça a été évoqué, ce côté j'alterne un immeuble de bureau, un immeuble de logement, c'est sympa parce que comme les deux se ressemblent assez, finalement, je produis une ville tout à fait homogène qui, esthétiquement, ne me pose pas de problème. Sauf que on voit bien que cette mixité fonctionnelle, elle est finalement un peu partant du principe « je veux du travail parce que c'est bon pour la ville ». Et je pense qu'il faut qu'on arrive à porter un autre message qui est « je veux faire une ville qui soit bonne pour le travail ». C'est pas juste « ma ville va être triste s'il n'y a pas de travail, donc les entreprises, si vous voulez, soyez sympas et venez m'animer ma ville ». C'est pas le but. Le but, c'est que les entreprises, elles s'y trouvent bien, elles s'y portent, parce que sans moteur économique, de nouveau, il n'y a pas de production urbaine. Ça, c'est de l'ordre de la conviction du message. Deuxième, c'est s'y coller, et s'y coller, comme on le disait, sur les sujets les plus pertinents. Ils ont été évoqués. On voit bien que sur la question du coworking, des opérateurs existent sur lesquels il faut qu'on lise les choses, qu'on soit aidé pour lire ces choses-là. Mais dans une partie du coworking, et ça a fait l'objet d'un atelier hier, sur le sujet notamment des tiers-lieux, il y a probablement de la part des aménageurs, une attitude plus proactive à construire et qui suppose un engagement qui va au-delà du simple fait de vendre des droits à construire à des opérateurs, mais là, probablement porter quelque chose. Deuxième sujet, la chaîne logistique. Alors, on est hier dans l'atelier presque arrivé à des solutions de qu'est-ce que l'aménageur devrait faire. Je crois qu'il faut qu'on continue à creuser ce sillon, mais il est évident que si on ne fait pas une place à la logistique dans nos projets urbains, on bouclera nos projets urbains et on se dira demain, oups, on a oublié la logistique. Troisième élément absolument fondamental, c'est réintroduire des activités artisanales. Et là, je dirais, c'est pour moi le contraire ou le contre-pied de cette idée d'un immeuble de bureau, un immeuble de logement. C'est accepter une forme d'hétérogénéité. Alors, dans certaines grandes métropoles et sur Paris, on peut imaginer que tout ça s'emboîte et que finalement, ça se voit peu. Dès que la question du coût immobilier est à prendre en considération, on est plus sur de la juxtaposition que sur de la superposition. Et ça veut dire qu'on fabrique une hétérogénéité qui accepte aussi un peu de la nuisance. Mais je connaissais un maire qui disait qu'il n'y a rien de plus silencieux que la mort. Et c'est évident que si on n'accepte pas un peu de gêne dans nos villes,
et un peu de dysfonctionnement, de frottement et d'hétérogénéité, on n'aura pas non plus des lieux vivants. Et enfin, c'est porter des messages, s'y coller en partenariat, puis il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on utilise nos projets d'aménagement et qu'on le fasse nous directement. Et c'est tout ce qui relève, je le synthétise en un mot, c'est la question de la péréquation. Un bilan d'aménagement, c'est une machine à rendre des choses possibles parce qu'on peut jouer sur de la péréquation. Ça, tout le monde le pratique, tout le monde voit comment on peut faire. Il faut encore qu'on y soit autorisé par nos cadres contractuels et qu'on le revendique. Voilà, je ne vais pas forcément plus loin. Il y a une troisième partie qui est comment on change, mais on y reviendra. Tu concluras peut-être là-dessus. Ce qu'on vous propose, c'est tout de suite d'ouvrir le débat avec nos intervenants, soit que vous réagissiez, et j'aimerais bien pouvoir entendre nos invités sur ces quelques propositions-là, mais d'abord prendre éventuellement des questions de la salle, des interpellations, des questionnements, des réflexions personnelles, et il y a déjà une main qui se lève, c'est formidable, et il y en a une autre là, donc on va le faire comme ça. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour messieurs, dames. On parle de... Vous évoquiez le fait d'introduire de l'activité de l'industrie en ville. Est-ce qu'il est possible aussi de mettre de l'habitat dans des zones d'activité inversement? Moi, j'ai pas entendu la question, mais je vous laisse y répondre. Alors nous, ce qu'on constate, c'est qu'il faut effectivement énormément d'ingrédients pour que cela fonctionne. Et quand parfois il en manque un, c'est tout qui est par terre. Donc dans les ingrédients qui font pour que la ville fonctionne, bien, il y a notamment l'animation, les possibilités de sortie. Je vous donne un exemple. Je vous ai dit que je vous parlerai d'international. C'était pas prévu, mais juste pour illustrer mon propos, c'est en Corée. On a une énorme usine qui s'appelle Busan. Et même en Corée, où on sait que c'est un des pays... Alors, c'est à la fois un des pays les plus laborieux du monde, mais c'est un pays où l'innovation et aussi tout ce qui est beauté, tout ce qui sont marques de luxe, etc., sont très, très en pointe. Hein. Donc, c'est pas parce qu'ils travaillent énormément que, pour autant, ils n'ont pas beaucoup d'aspiration à beaucoup de choses. Bon, et ben cette usine de Busan, elle a 4 bâtiments que j'ai visités, qui sont ce qu'on appellerait aux États-Unis les dormitories. C'est en fait une sorte de cité ouvrière ou cité dortoir qu'on avait mis en place. C'est vraiment des chambres, hein, c'est pas plus grand qu'une chambre, c'est vraiment pas un studio, pour les ouvriers qui venaient de très loin. Bon, s'il faut que vous sachiez que dans mon activité, par exemple, j'ai le transport collectif. Et c'est dans les 3 premières dépenses des frais généraux de l'entreprise, c'est des norias de bus et de cars qui vont dans les campagnes, hein, que ce soit en Turquie, au Maroc, en Roumanie, etc., pour aller chercher les ouvriers dans les villages et dans les campagnes, pour les ramener. Quand on a 10 000 ouvriers sur une usine en Roumanie, par exemple, Pitech, et c'est pas 10 000 ouvriers qui habitent Pitech. Il faut aller loin pour les chercher et qu'ils viennent. Et surtout qu'ils soient à l'heure, hein, parce que les 3-8 et tout ça, il ne s'agit pas d'avoir du retard, ou s'il y a du retard, il nous est imputé. Et je vous parlais de difficultés et d'exigences du quotidien, en voilà une. Eh bien, à Busan, en Corée, ces immeubles avec donc les chambres et puis des réfectoires communs, une salle de sport commune, etc., c'est vide. C'est vide. Ça a fonctionné il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, plus personne ne veut aller habiter dans ces bâtiments où il y a tout. Hein. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a la nourriture. Eh bien non. Donc moi, personnellement, je dirais clairement non à votre question. Ça mérite de la clarté, parce qu'il faut beaucoup d'ingrédients pour que les gens soient heureux, circulent, fonctionnent. Il y a en plus tous les goûts dans la nature. Il y a des couches tôt, des couches tard, des gens qui aiment lire un livre dans leur chambre, des gens qui aiment s'amuser, des gens qui aiment faire des rencontres, etc. Et voilà, et c'est que par une richesse de propositions comme on peut en avoir dans une ville, qu'on arrive à répondre à toutes ces attentes. Moi, je compléterais simplement en disant que je pense que c'est attirant sur le papier, effectivement, de créer de la mixité entre la zone industrielle, la transformer avec du logement, notamment on pense à la mixité verticale. Je
Je pense, après, il faudrait aller plus loin et regarder cas par cas, parce que quand on dit il y a zones industrielles et zones industrielles, il y a des zones industrielles aujourd'hui qui sont rattrapées par les villes. Donc de toute manière, il y a cette mixité qui arrive par la pression foncière et par la densité. Donc ça, c'est encore autre chose. Dans les vraies zones industrielles, c'est attirant, mais je pense qu'en termes de nuisance et tout ce que ça crée, et l'absence de ville et de vie dans la ville, je ne pense pas que ce soit très réaliste. Par contre, là où vous posez la bonne question, et on l'a dit et je le disais tout à l'heure, c'est que dans le monde logistique, on parle d'énormément d'emplois qui sont à basse qualification, très bas salaire, des apprentis et des gens qui aujourd'hui ont une véritable problématique pour se loger, la problématique du transport collectif, qui sont obligés d'habiter loin de leur travail, et ça c'est inacceptable du point de vue social. Donc que ce soit d'ailleurs les grands entrepôts, mais la logistique urbaine aussi, et il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus, c'est quand on apporte de la logistique urbaine en ville, le bon point, c'est qu'on fait revenir des ouvriers. Alors, on n'est pas sur les manœuvres et autres, mais on est quand même sur des basses qualifications, et c'est bien qu'on donne de l'emploi, qu'on crée. La logistique urbaine crée plus d'emplois que la logistique seule, si vous ramenez au mètre carré ce qui est créé. Donc c'est bien, mais vous créez aussi une situation sociale où ce sont des gens qu'on ne va pas envoyer vivre à 1 heure de leur travail, parce qu'ils ne peuvent pas se loger dans la ville, parce qu'ils n'ont pas les moyens de transport. Donc il faut toujours penser à ça. Et je vous donne un exemple peut-être qui répondra. Nous, on développe une énorme plateforme logistique à Boisseau. Alors Boisseau, c'est je sais plus, c'est Eure-et-Loir ou Loiret, au sud de Paris. Il y a quand même une gare. On est à 45 minutes de Paris. C'est 600 habitants, Boisseau. Nous, on apporte une plateforme logistique qui va faire 200 000 mètres carrés. C'est 1300 emplois. Vous voyez comment on change la structure quand même démographique. Et la question, ça a été même de dire, alors on ne s'était pas posé la question de mettre de l'habitat, mais de mettre des services sur site, en se disant, les gens, le midi, ils ont besoin de manger ou autre. En fait, on est allé faire une analyse avec le maire, qui est très actif là-bas, qui a fait travailler le CAUE, Et en fait, on s'est dit, non, la solution, c'est pas de mettre les services dans notre espèce de campus logistique, c'est de refaire vivre le village, où aujourd'hui, vous avez le restaurant sur la départementale qui est en train de fermer, l'ancienne école du village qui a été transférée, qui est un bâtiment vacant, et bien sûr la gare, qui fait partie de toutes ces gares de la SNCF qui sont fermées. En fait, il faut refaire vivre. Donc, il faut refaire vivre ces lieux. Donc, les services, on va les appeler en dehors. Et l'habitat, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on travaille avec le maire à recréer des zones d'habitat dans sa ville, mais peut-être pas sur la zone industrielle elle-même. Il y a une deuxième question ici. Je me tourne vers le comité d'organisation. Si on est à 35 sur la fin de la conférence, ça passe encore ou pas? Ouais, cool. Madame. Oui, bonjour, Marie Douce-Albert, le moniteur. En fait, cette question, je suis très attirée par la question de réintroduire de l'artisanat et des micro-industries en ville. Peut-être parce que c'est un petit côté charmant, en fait, romantique. Enfin, on imagine des choses qui ne sont pas du tout la réalité, en fait, quand on entend ça. Je voulais savoir, parce que ça fait quand même plusieurs années déjà qu'on en parle, ça a été le sujet de Repan, il me semble, 2 années de suite, 2 sessions de suite, la ville productive. Et je voulais savoir s'il y a déjà des cas, s'il y a déjà des projets où on a vu ça arriver et réussir, parce que est-ce qu'on est passé à la production? Et j'ai une autre question qui est liée, c'est très bien de vouloir implanter des micro-entreprises, parce qu'on imagine artisanat, on pense micro-entreprises, micro-entrepreneurs, etc. Mais moi, je fais un parallèle avec, qui est peut-être absurde, mais on voit dans les nouveaux quartiers, les nouveaux aménagements, les commerces, c'est que des chaînes. Parce que les petits commerces n'ont pas les moyens de s'installer, c'est très compliqué. Donc on a des Carrefour City, on a des Starbucks, etc. Enfin, je dis n'importe quoi, mais et comment est-ce qu'on fait alors pour que des micro-entreprises, qui soient des micro-commerçants ou des micro-entrepreneurs, des micro-artisans, puissent s'installer dans ces nouveaux quartiers? Sur les deux questions, est-ce que ça existe? Oui, on pourra toujours, si on fait un recensement, trouver un certain nombre d'expériences. Moi, je peux parler effectivement d'implantations artisanales faites dans des quartiers, par exemple dans des quartiers en renouvellement urbain, avec des implantations artisanales réussies. La question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on cherche avec ça? Et on a... Vous disiez un petit côté charmant, etc. Mais la question, c'est est-ce qu'on essaye de se faire une ville sympa en disant, quand on passe dans la rue, on trouve sympa parce qu'on voit de vrais gens en train de faire du vrai travail et une espèce de ville décor avec un travail en représentation. Je pense que si on part dans cette direction-là, en se disant c'est sûrement bien, puis c'est très à la mode, on fait fausse route. La question fondamentale, c'est qu'est-ce qui pousse
une entreprise à vouloir se mettre dans un quartier et qu'est-ce qui fait qu'elle est bien là pour développer son activité de production? Si on lui dit, il faut que vous la développiez, vous serez un peu embêté, mais je vous demande de vous mettre là alors que vous seriez mieux ailleurs, c'est à peu près fichu d'entrée de jeu. Et donc je pense que la question de la raison de l'implantation d'une entreprise et donc ce question du contact direct utilisateur, c'est une question fondamentale. J'ai dit, il y a des exemples, je pense que nombreux pourraient témoigner d'exemples de ce type-là, c'est des locaux artisanaux adaptés à des travailleurs handicapés. On implante dans un quartier une association qui s'occupe de travailleurs handicapés, qui a une fonction CAT, qui nous dit pour des questions d'efficacité logistique, si je me mets avec mon activité tertiaire dans le quartier, il faut que j'emmène mes ateliers. Et à ce moment-là, il faut fabriquer l'objet hétérogène qui se glisse dans un bout de ville et qui gère, et c'est le problème de l'aménageur de gérer les problèmes de contraintes, les problèmes de logistique, les problèmes de flux, mais néanmoins, on a une vraie raison d'implanter cette activité. Si on le prend par l'autre bout en disant le travail sera bon pour la ville et pas la ville bonne pour le travail, on est à peu près certain de se planter. Voilà un peu une réaction à chaud. Je peux citer un exemple concret pour un promoteur. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que c'est vrai que l'aménageur est au début et fait beaucoup dans le plan commerce, rez-de-chaussée. Nous, la seule solution aujourd'hui qu'on a trouvée sur la partie du commerce, c'est qu'on a la même réflexion que vous, c'est qu'on veut absolument pas travailler avec les chaînes. Donc c'est du temps et des moyens. Moyens humains. Donc on a, nous, une équipe dédiée sur la commercialisation des pieds d'immeubles, ce qui est, je pense, on est un des seuls promoteurs à faire ça. Donc il va chercher les porteurs de projets locaux en direct, sans des brokers, parce que les brokers, effectivement, ont tendance à vous amener toujours les mêmes. Va les chercher et on garde en foncière le pied d'immeuble. Et en gardant en foncière le pied d'immeuble, le temps du développement du quartier, ça nous permet de faire des loyers bas. Et ensuite, c'est ce qu'on a fait, par exemple, alors l'île de Nantes, maintenant, c'est développé, mais sur l'île de Nantes, on est propriétaire de nos pieds d'immeubles. Peut-être plus marquant sur l'île Saint-Denis, on est aussi, ce qui nous a permis d'implanter des artisans, des centres de santé, c'est aussi une problématique. Et c'est compliqué, c'est du temps, il faut de l'accompagnement, voilà. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple de signer avec un Carrefour City et de ne pas se poser de questions, je vous confirme. Et vu de l'aménageur, c'est beaucoup plus simple, effectivement, de ne pas se poser la question du tout, de dire juste là aussi, parce que le commerce c'est bon pour la ville, je décide que le promoteur doit faire des rez-de-chaussée commerciaux et je laisse le promoteur se débrouiller. On sait très bien qu'un promoteur non expérimenté, non accompagné, avec un aménageur qui ne s'implique pas sur le sujet, le commerce c'est toujours la variable d'ajustement du bilan de promotion et c'est forcément comme ça que les choses coincent. D'autres questions, remarques dans la salle? Non, très sage, la digestion se poursuit. Moi, comme ça, on va quand même essayer de garder un peu le timing. Peut-être une question pour Cécile et Sophie. S'il y avait un message clé pour que demain, la coopération entre aménageurs et entreprises utilisatrices prospère, progresse et aille dans la même direction, qu'est-ce qu'il faudrait que les aménageurs changent comme comportement, comme pratique, ou quelles nouvelles solutions il faudrait inventer? Alors moi, je vais vous parler d'empreinte carbone et d'impact sur la planète, de tout ce qu'on fait et surtout de ce qu'on consomme. Donc je crois que vous avez une responsabilité très grande et nous, on est absolument volontaire pour vous accompagner parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de tous les acteurs économiques et de tous les citoyens. L'économie circulaire, en plus, ça marche, hein, il y a des démonstrations. Ça fait très longtemps chez Renault qu'on la pratique en recyclant tout ce qu'on peut récupérer, en réutilisant tout ce qui peut être seconde vie. Hein, par exemple, les batteries des véhicules électriques, on les réemploie notamment dans l'immobilier pour servir pour des installations, des équipements. Elles n'ont plus les capacités de recharge pour les voitures, mais en revanche, elles peuvent encore fonctionner plus de 10 ans pour des usages immobiliers urbains. Donc moi, je pense que pris sous l'angle vraiment de ces grands enjeux climatiques, d'empreinte carbone, où on ne peut faire bouger les choses qu'ensemble. En plus, nous, on a vraiment des comptes à rendre en matière d'émissions de CO2 et de RSE.
Voilà, moi je pense que c'est un axe extrêmement fort sur lequel il y a vraiment beaucoup à faire et on ne peut rien faire en aval. C'est que des sujets qu'il faut traiter en amont. Faut pas se disperser. Il faut se dire qu'aujourd'hui, c'est l'urgence. Hein, si on ne se bouge pas, il se passera rien du tout. On est responsable vis-à-vis des générations qui nous suivent. Donc moi, je mettrais vraiment l'accent là-dessus. Hier soir, on a mangé 13 en circuit court, hein, donc bien commencé le boulot. Sophie, un message clé à délivrer pour mieux travailler la question du travail demain. Pour les aménageurs, hein, c'est la question. Pour les aménageurs, c'est effectivement de pas déléguer cette compétence uniquement aux promoteurs et aux brokers qui vont venir vous conseiller. C'est vous doter sans doute de compétences en interne sur le développement économique. Alors peut-être s'appuyer sur les agences de développement économique et arrêter de penser le tertiaire simplement comme une charge foncière. Parce que souvent c'est vu comme ça hein, par les élus et c'est ce qui va rapporter le plus, qui crée le moins de nuisances, le moins d'embêtements, pas d'équipement public. Arrêtez de voir simplement comme ça. Alors bien sûr, il y a beaucoup. Là, je suis caricaturale. Hein, il y a beaucoup d'aménageurs qui ont changé le logiciel. Et je le dis d'autant plus facilement, moi je suis passée dans une ancienne vie du côté public, hein, donc j'ai aussi vu l'autre côté. Donc voilà, c'est de comprendre cette complexité, territoire par territoire, du tissu local, en pensant du micro-entrepreneur à la grande entreprise, comme un écosystème global, parce que c'est ce que cherchent les entreprises, c'est d'être dans cet écosystème-là, et c'est pas juste de mettre des grands groupes les uns à côté des autres, ou au contraire refuser de dire non, pas aux grands groupes. Voilà, de ne pas avoir une approche binaire, mais vraiment une approche écosystémique en local. Très clair. Jean, je te laisse le mot de la conclusion. Alors moi, je vais juste ajouter un mot. Oui. Hein, parce qu'en fait, on en a parlé, notamment Sophie, mais sans prononcer le mot, je crois, hein, si j'ai bien écouté. C'est le mot du télétravail. Alors le télétravail, c'est ce que vous avez décrit, sauf que y a un mot qui existe, il y a même une loi, c'est la loi Macron, enfin une des nombreuses lois. Donc nous chez Renault, on l'a énormément simplifié, flexibilisé. Je crois qu'on était un champion déjà du télétravail, hein, puisque entre 2007, qui était le premier accord, et cette année où on a totalement remis à plat et revisité, on était monté jusqu'à 3000 télétravailleurs, donc 90% étaient en télétravail, soit un jour, 60%, soit 2 jours, 30%. Donc on avait déjà une pratique, je dirais, satisfaisante. Ça représentait en moyenne 10% de l'ensemble des personnes éligibles. Et c'est ça aussi, hein, tout le monde ne peut pas être en télétravail. Hein. Une vendeuse, faut qu'elle accueille dans le magasin, ou un ouvrier à la chaîne. Donc ça ne concerne pas tout le monde, hein, mais pour ceux qui sont éligibles, c'est vrai que ça apporte beaucoup des éléments dont on a parlé aujourd'hui, notamment de flexibilité, de respiration, mais il y a une catégorie de gens sur les épaules desquels repose le succès du télétravail, c'est les managers. Hein. Il faut vraiment bien voir que le télétravail, ça marche après avec une équipe qui se parle, une équipe qui s'entend, qui choisit 1 ou 2 jours dans la semaine pour tous être ensemble, hein, parce que toutes les méthodes qui se développent énormément dans les entreprises d'agile, etc., c'est beaucoup en présentiel, les stand-up meetings, etc. Et de toute façon, c'est pas à distance qu'on crée du lien social. Il faut se voir. On sait très bien que les innovations, c'est notamment à la machine à café, où on parle d'autre chose, où les gens se croisent. Donc, c'est des évolutions qui sont extrêmement positives, mais qui doivent être, se déployer avec un certain nombre de conditions, et notamment une très forte implication du manager pour bien connaître et comprendre et décider ensemble. Super. Jean ? Je suis très content que Cécile ait effectivement, sans relancer le débat, évoqué le mot du télétravail. Et on voit d'ailleurs que par rapport à travail indépendant, finalement, la part du travail atypique dans des lieux atypiques est probablement plus alimentée d'ailleurs par le mouvement du télétravail que par la croissance inéluctable de l'ensemble des millennials qui seraient leurs propres employeurs, etc. Donc c'est une piste, on l'ouvre pas plus que ça, mais c'est vraiment très, très, très heureux qu'elle ait été citée. Sophie avait aussi finalement, par ses préconisations, presque apporté la conclusion sur la façon dont il faut que nous changions, nouvelles compétences. Effectivement, il faut qu'on se pose la question de comment on crée cette capacité d'écoute et de dialogue avec le monde économique, si on veut ne pas appliquer des recettes toutes faites, mais les construire, les co-construire en fonction du contexte local. Et puis, je crois, deux pistes qui me semblent relever d'un changement de posture d'une certaine manière. S'émanciper d'une production exclusivement centrée sur l'habitat. Évidemment que le projet d'aménagement est
très largement autour des questions d'habitat et la question de la mixité de l'habitat, on l'a abordé, on pourrait y revenir de façon très, très longue, mais ne pas être uniquement centré sur cette question-là, je pense que c'est se poser les bonnes questions sur la façon de faire, et puis s'émanciper d'une forme de bon goût, de l'homogénéité urbaine. Et je pense qu'effectivement, revenir aux fonctions, revenir à de quoi l'utilisateur de la ville a besoin lorsqu'il est résident, mais aussi lorsqu'il est travailleur ou lorsqu'il est entrepreneur, c'est s'interroger sur la façon dont la forme doit répondre à la fonction et pas finalement dont la fonction devrait se glisser dans une forme qui serait celle du bon goût, d'une certaine forme d'homogénéité. Voilà. Moi, je prêche assez pour une certaine hétérogénéité. Cette table ronde sur le travail a été non pas laborieuse mais studieuse parce qu'on tient le timing, c'est une performance. Merci beaucoup à nos invités, merci à Jean, au pilote, à Bertrand et très bonne continuation de vos travaux. Merci.